Le sujet qui nous rassemble est malheureusement dans l'actualité, c'est le retour de la guerre en Europe. Et le 24 février dernier, Vladimir Poutine a déclenché contre l'Ukraine ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale et qui est aussitôt apparue pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une guerre d'agression, mettant en œuvre des moyens militaires sans précédent sur le sol européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un régime de sanctions politiques, économiques, également sans précédent contre un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a été mis en place et a été durci par vagues successives. Sur le terrain, les Ukrainiens ont résisté, puis contre-attaqué au point de remporter ce qui restera comme la bataille de Kiev, en révélant ainsi de surprenantes faiblesses de l'appareil militaire russe. Mais 10 millions d'Ukrainiens ont été chassés de leur foyer, dont 4 millions ont trouvé refuge à l'étranger, parmi eux 90% de femmes, d'enfants, et un important mouvement de solidarité est apparu. Et d'ailleurs, vous trouvez dans le chat, dans la barre de discussion à droite de votre écran, un lien par lequel la communauté ESSEC, en partenariat avec le UNHCR et avec l'appui des anciens d'HEC de l'SCP, a lancé un appel aux dons. Et d'ores et déjà, plus de 200 000 euros ont été réunis, gérés donc par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Alors pire encore, ces déplacements forcés de population, des crimes de guerre, des crimes de l'humanité, contre l'humanité, ont été rapportés en de multiples points de ce théâtre d'opération. Et malgré cela, en parallèle, des négociations ont eu lieu, d'abord à la frontière biélorusse, puis en Turquie. Le chancelier autrichien s'est rendu hier au Kremlin pour y rencontrer Vladimir Poutine. Et bien évidemment, la situation a un caractère très mouvant, elle évolue de jour en jour, mais nous avons souhaité, en ce mardi 12 avril, essayer de commencer à analyser ce qui peut l'être et à mettre en perspective ce que signifie ce retour de la guerre en Europe. Alors, quelles sont les reconfigurations géopolitiques qui apparaissent déjà? Ce conflit armé avec des moyens très importants signe-t-il le retour des guerres majeures? Quelles en sont peut-être les conséquences pour l'OTAN, pour les politiques de défense des différents États membres de l'OTAN, mais aussi de l'Union européenne? Et puis, au-delà d'Europe, l'impact est déjà mondial. Il y a un impact sur le prix de matières premières, un impact sur le coût de l'alimentation dans bien des pays. Quelle sera en particulier la réaction de la Chine, tant dans sa relation avec la Russie que dans sa façon d'approcher la question de Taïwan notamment? Et puis, évidemment, comment espérer mettre fin à ce conflit? À quoi peuvent servir les négociations qui sont ouvertes en Turquie et dont Vladimir Poutine vient de dire à l'instant lors de sa conférence de presse avec Loukachenko qu'elles étaient dans l'impasse, alors que le conseiller du président Zelensky souligne qu'au contraire, elles se poursuivent, en tout cas au niveau de working subgroups. Alors, pour essayer d'aborder ces différentes questions et puis de répondre à celles que vous aurez, voici l'équipe de l'Irénée avec Joseph Maïla, Frédéric Charillon, Philippe Lecor, dont nous espérons qu'il a pu se connecter depuis les États-Unis, et puis moi-même. Je présenterai les uns les autres avant leur intervention, et nous allons essayer d'avoir du temps à la fin pour pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions. Voilà. Je suis très heureux de passer la parole à Joseph Maïla, qui est ancien directeur du Centre d'analyse de prévision de stratégie au ministère des Affaires étrangères et qui dirige désormais à l'ESSEC le programme de médiation internationale. Il est également professeur de géopolitique à l'ESSEC. Et, cher Joseph, tu vas commencer à planter le décor et à évoquer les reconfigurations géopolitiques provoquées par cette résurgence d'un conflit armé au cœur de l'Europe. À toi, cher Joseph. Merci beaucoup, monsieur le professeur, cher Aurélien. Je suis extrêmement heureux de participer à ce séminaire, à cette sirène, comme nous l'appelons dans le cadre de l'Irénée, et qui porte sur la guerre en Ukraine. Je pense
qu'Aurélien Colson a véritablement, lui, planté le décor en montrant les multiples dimensions de cette crise, qu'elle aille du stratégique à l'humanitaire, où je devrais commencer par l'humanitaire jusqu'au stratégique en passant par le politique et les négociations. Bien entendu, c'est une guerre qui nous touche tous au plus profond de notre être, et la guerre a pour fonction de changer les réalités sur le terrain, d'imposer des réalités, et cette guerre ne déroge pas à cette finalité générale, sauf qu'elle s'accompagne non seulement de la violence destructrice qui appartient à la guerre, mais d'une espèce de rage et de colère qui s'abat véritablement sur les civils et qui détruit la nation, il faut dire la nation ukrainienne, parce que l'une non pas des bonnes nouvelles, mais l'une des conséquences majeures, c'est cette éclosion de ce sentiment de solidarité nationale et d'appartenance à une communauté nouvelle. Donc, par-delà l'ensauvagement que représente sur la terre même de l'Europe, que représente cette guerre, essayons sans prendre sans parti pris, si j'ose dire, mais tout en conservant et en rationalisant, si l'on peut dire, nos émotions, d'essayer de poser des questions qui permettent de mettre quelques jalons pour que des paramètres de compréhension. Alors moi, je vais aller très vite parce que notre modérateur nous a fixé 12 à 15 minutes, donc je n'aurai pas mes 3 points habituels, mais simplement 2 points. Le 3e sera sans doute dans la discussion. Je voudrais d'abord, dans un premier point, m'interroger sur ce qu'est cette guerre. Qu'est-ce qu'elle représente? Quelle est sa nature? De quoi résulte-t-elle? Est-ce qu'une guerre n'arrive pas comme ça du jour au lendemain? Est-ce qu'il y a des prémices? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont conduit à cela? Et puis, deuxièmement, les recompositions majeures ou les conséquences qui s'imposent pour le moment, en attendant que Frédéric Charillon et Philippe Lecor sur la Chine puissent déployer toutes sortes de dimensions que je n'aurais certainement pas vues. Alors, d'où vient cette guerre? Est-ce qu'elle vient de loin? C'est vrai qu'à l'Irénée, nous avons décidé de dire que c'était de poser la question de savoir si ce n'était pas le retour de la guerre. Alors, on va s'interroger sur cette formule, mais disons que les crises sont compréhensibles, les conflits sont traçables et que la guerre ukrainienne résulte de 2 logiques qui sont entrées en collision, si j'ose dire, à un moment donné ou à un autre. La première dimension, elle est sans doute géopolitique. Elle a mis du temps à s'installer, mais on comprend aujourd'hui, avec le recul du temps, que nous ne sommes pas sortis de la chute de l'Empire soviétique et que nous assistons à une tentative de révisionnisme historique pour revenir à un empire russe avec des buts qu'a poursuivi Vladimir Poutine de manière constante quand on jette un coup d'œil sur l'évolution historique. Donc, révisionnisme, pourquoi? Pour préserver, pour revenir à cette idée de la grandeur de la Russie. Et pour la première fois, moi, je constate qu'on revient à beaucoup d'idéologies. Il y a Douguin, il y a les nostalgiques, qui est un théoricien de ce révisionnisme, il y a les nostalgiques de l'Empire communiste, il y a l'Église orthodoxe qui est entrée aussi dans un cycle un peu compliqué de soubassement à une idéologie guerrière. Il y a tout cela qui a été poursuivi de manière systématique et il faut le comprendre, non pas pour accuser, mais peut-être pour comprendre que cette idéologie constitue le soubassement de la dictature sur laquelle s'installe Poutine, le narratif qui permet de comprendre pourquoi je suis là, pourquoi je reste et pourquoi je travaille pour la grandeur de la Russie. Donc il y a ce révisionnisme russe qui se met en place et dont on pouvait percevoir les jalons. Et les jalons s'appellent la Géorgie,
Géorgie en 2004, l'Abkhazie, l'annexion de la Crimée en 2014, puis l'annexion de l'appui à l'autoproclamation des républiques du Donbass. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit une préoccupation majeure s'installer dans le cercle des considérations stratégiques russes qui consiste à dire, bah, écoutez, ça ne va pas bien, je sens que l'OTAN est en train de se rapprocher de moi, je vais prendre des gages territoriaux. Dans la théorie politique, on appelle ça des conflits gelés. C'est vrai qu'après la guerre de Géorgie, après l'Abkhazie, peut-être demain la Transnistrie, hein, la Crimée, bien entendu, et le Donbass, on avait affaire à des fixations, à des points, en quelque sorte, de condensation de la violence, mais comme les volcans qui se seraient éteints. Hein. Et puis voilà que ces volcans vont se réallumer, mais il y a une logique sécuritaire à l'œuvre que l'on perçoit très bien maintenant. Et cette logique sécuritaire va rencontrer une autre logique, qui est une logique de renaissance nationale, de démocratisation. Elle s'inscrit dans ce qu'on appelle les révolutions de velours, mais je ne veux pas remonter au velours parce que c'est la Tchécoslovaquie il y a longtemps, mais la révolution des roses en Géorgie, la révolution ukrainienne précisément, la révolution orange en 2004, et même des tulipes, puisque j'y pense maintenant, au Kirghizistan, jusqu'à aboutir à la révolution du Maïdan, c'est-à-dire en 2014, où on va voir le président pro-russe Youkhanovitch qui va être chassé du pouvoir et s'installer Poroshenko, auquel succédera Volodymyr Zelensky. Donc, une demande de démocratisation, d'européanisation qui sont des facteurs internes, avec bien entendu la question de l'OTAN sur laquelle nous reviendrons, mais il y avait une réunion qui s'était tenue à Bucarest en 2008 et qui avait demandé à la Géorgie et à l'Ukraine de patienter un peu dans la chambre d'attente avant de pouvoir adhérer à l'OTAN. Mais c'est vrai qu'à la clé, il y a l'européanisation au sens de l'Union européenne de l'Ukraine et en même temps, bien entendu, cette question jamais réglée de l'architecture de sécurité, pour reprendre un terme à la mode aujourd'hui. On ne l'a pas résolu et on verra, là, il y a des responsabilités qui sont partagées. Alors, est-ce que c'est le retour de la guerre? En conclusion de cette première partie, cher Aurélien, très rapide. Alors, oui, il y a un retour de la guerre. Et non, il n'y a pas de retour de la guerre. Alors, oui, il y a un retour de la guerre parce que en Europe, on pensait que cette rectification des frontières qui avait été régie par le traité de Helsinki, on ne change pas les frontières par la force. C'était quelque chose d'entendu, la charte de Paris aussi, on pensait l'OSCE qui va naître après la charte, le sommet de Paris, pour encadrer les questions de révision territoriale. On pensait que toutes ces questions ne verraient plus le jour dans l'Union européenne, ou si elles étaient non résolues, qu'elles seraient canalisé, résolu, structuré et réglé, on pouvait l'espérer, par la négociation. En ce sens, mais tu l'as dit, ce qui est étonnant dans cette guerre, c'est les moyens sans précédent qui ont été utilisés. Et puis, on peut dire non à ce retour de la guerre, parce qu'il faut relativiser un petit peu les choses. D'abord, il faut être européen et penser qu'en Yougoslavie, mais c'est une autre crise d'une autre nature. Hein. Nous avons eu affaire à une guerre qui a été quand même assez dure et dans laquelle la Russie était d'une manière ou d'une autre partie prenante, même si elle n'était pas directement belligérante, si j'ose dire, dans ce cas-là. Mais ce qui m'apparaît absolument majeur, c'est que cette guerre ressemble à une autre, qui est celle de l'Irak. Et si on essaie de comprendre, parce que je vais aller très vite là-dessus, la réaction de la communauté internationale, entre guillemets, et qu'on voit avec quelle, j'allais dire unanimité, mais il n'y a pas eu unanimité, avec quelle majorité le 2 mars, l'Assemblée générale des Nations unies a condamné l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Si on pense à ce qui s'est passé il y a quelques jours, l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme, avec des majorités de 140 sur 193, de 93 de 93 sur 200, sur 193 pour le Conseil des droits de l'homme, on doit se poser une question.
là, la question est, l'ONU qui a été créée en 1945 a été précisément créée pour empêcher l'agression, c'est-à-dire le seul crime que l'on connaissait et que tout le monde était d'accord pour reconnaître comme étant à l'origine de la guerre de 1945 au moins, sans remonter à la guerre de 1914. Et on voit les États tout entiers, y compris la Chine, qui va, mais Philippe nous en dira plus, qui va se restreindre et s'abstenir. D'autres États proches de la Russie qui vont s'abstenir. Finalement, la Russie se retrouve avec 4 autres États qui vont approuver l'agression. Donc, cela, on retrouve quelque chose qui est dans l'ADN des États, à savoir la survie en tant que telle de l'étaticité. Là, tout le monde se retrouve sur cela. Donc, moi, je comparais plutôt à cette guerre du Golfe en 90-91 où tout le monde s'était retrouvé dans l'unanimité, y compris les Chinois et les Russes, pour dire ce n'est pas possible d'envahir le Koweït. Et là, ce n'est pas possible de passer à une agression en tant que telle. Mais là, s'arrête le consensus. Parce que dès qu'on passe aux sanctions, on verra que les uns et les autres traînent les pieds. Alors, conclure cette première partie très vite, elle nous surprend, cette guerre. Elle nous surprend parce que nous avions chassé de nos esprits ce que la politologie américaine avait appelé l'obsolescence des guerres majeures. On ne pensait plus qu'il y aurait des guerres d'État contre État, d'État à État. Bon. Deuxièmement, alors que, il faut le dire, hein, le renseignement européen pensait que Poutine n'attaquerait pas. Le renseignement américain nous disait il va attaquer. Et la dispute ou la polémique ou la querelle intellectuelle entre les théoriciens des relations internationales, c'était ça coûte trop cher, Poutine ne le fera pas. Et on voit là le retour des passions. Poutine le fait, il le fait à un prix exorbitant, semble dire les stratèges militaires jusqu'à maintenant. Et puis cette guerre n'est pas une guerre du 19e siècle, ce n'est pas une guerre pour des rectifications frontalières, ce n'est pas seulement une guerre pour le réveil des peuples ou le printemps des peuples qui ferait remonter cette guerre au 19e siècle, c'est aussi une guerre extrêmement moderne, c'est une guerre mondialisée, c'est une guerre systémique et Aurélien Colson le rappelait, c'est tout qui entre en jeu, l'énergie, la crise alimentaire mondiale et la perplexité des États qui ne savent pas sur quel pied danser. Cela, on le verra dans les discussions à venir. Mais si j'avais à retenir une seule chose, je dirais que de mon point de vue, mais c'est un débat très à discuter, cette guerre est une guerre préventive. À mon avis, à un moment donné ou à un autre, M. Poutine, à partir de 2014 jusqu'à 2022, a finalement compris qu'il y avait un processus inéluctable ou inexorable qui amenait l'Ukraine à se démocratiser, à continuer à progresser avec les contacts pour l'Union européenne. On a vu la rapidité avec laquelle Mme von der Leyen a dit que les négociations étaient ouvertes d'une certaine manière avec l'Europe. Donc c'est un processus de démocratisation que Vladimir Poutine allait fermer. Alors, il me reste 3 minutes pour penser les conséquences et je vais le dire très rapidement parce que je sais qu'avec Frédéric et avec Philippe et avec toi, nous allons pouvoir constater ou réfléchir sur les conséquences. J'en vois 4 extrêmement importantes. La première, c'est effectivement une résistance inattendue de l'Ukraine. Non pas l'Ukraine militaire qui résiste, mais l'Ukraine civile, la cohésion. Alors, avec aussi, modulons les choses, les cas des républiques du Donbass, le cas de la Crimée, où il y a un problème qui s'était toujours posé, celui de la minorité russe. Mais là, on assiste à la naissance d'une nation, d'une certaine manière. Alors qu'on connaissait les théories, l'Ukraine et la Russie sont une seule nation en 2 États, mais on a entendu cette rengaine ailleurs, dans d'autres parties du monde. Le deuxième point, c'est le réveil de l'Europe.
jamais l'Europe n'a été aussi unie dans la sidération, dans la surprise, la sidérisation. Et alors, je mets tout ça entre la militarisation, mais ce n'est pas de militarisation qu'il s'agit, mais la chose militaire commence à être prise au sérieux comme étant une partie intégrante de la construction européenne si véritablement on veut se prémunir de ce qui se passe. Et on voit, et c'est une conséquence, mais il ne faut pas que ce soit la seule conséquence, le renforcement de l'OTAN, parce que je ne pense pas que renforcer l'OTAN à l'infini est une solution, mais dans tout cela, on peut annoncer que le 31e et le 32e membre de l'OTAN, à savoir la Finlande et la Suède, sont déjà sur les rangs. 100 milliards, c'est le montant qui a été mis par les Allemands pour la reconstruction de l'armée allemande, pour son renforcement. Voilà. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Le troisième élément, c'est effectivement la communauté internationale. Mais là, je voudrais être très précis. La communauté internationale, c'est arc-bouté, si l'on peut dire, sur le droit international. La condamnation, l'exclusion, ce n'est pas possible d'être au Conseil des droits de l'homme. Et on voit revenir une espèce de retour du droit international, bien que, bon, les crimes de guerre dont tu as parlé, Aurélien, au départ, donc les enquêtes qui sont faites, la décision de la CIJ aussi, très rapidement, de dire la guerre est une guerre d'agression. Un retour de cette communauté internationale sur les fondamentaux du vivre en commun universel, si j'ose dire. Mais, et je m'arrêterai là-dessus, le quatrième point et le dernier, c'est il y a l'Europe et les autres. S'il y a une unanimité européenne, s'il y a un appui américain, donc il faudra se poser aussi la question de savoir si en poussant vers la guerre, le renforcement de la guerre, ils ne laissent pas les Européens un peu démunis face au premier choc. Il y a la Chine qui condamne et qui s'abstient, mais les États africains, mais une partie de l'Asie, quelques nations d'Amérique latine, et il y a un embarras et une question qui surgit de plus en plus. Et si cette guerre était la guerre des autres? Est-ce que c'est la guerre des autres, c'est-à-dire la guerre des Européens, ou est-ce qu'on va se retrouver là-dessus, notamment pour les sanctions, avec un danger majeur, et ce sera ma phrase finale, c'est nous ne sommes pas des belligérants, nous appuyons, nous sommes ce qu'on peut appeler des co-belligérants, mais nous y allons progressivement. Combien de temps peut-on rester en spectateur planté sur la frontière, en envoyant des troupes, en envoyant des renforts militaires, en accueillant, bien sûr, c'est formidable, c'est la dimension humanitaire que tu signalais aussi d'entrée de jeu. Combien de temps peut-on rester sur cette ambiguïté? Non, nous ne combattons pas. Oui, nous appuyons les agressés contre l'agresseur. Est-ce que cela peut tenir indéfiniment sans qu'à un moment donné ou un autre, il y ait véritablement une descente, un enlisement, et puis peut-être on peut sauter, non pas à pieds joints, mais sans s'en rendre compte, vers une situation véritablement de participation à la guerre. Merci, cher Joseph, d'avoir déjà si bien éclairé les conséquences géopolitiques de ce qui s'est déroulé en Ukraine depuis le 24 février. Je vais passer la parole à Frédéric Charillon, qui va compléter ce tableau géopolitique en insistant peut-être aussi sur la dimension de sécurité et de défense. Donc Frédéric Charillon, qui est professeur des universités, conseiller de l'IRENE pour les questions de défense et qui coanime avec moi la filière géopolitique, défense et leadership. Frédéric, et par ailleurs, pardon, juste avant, j'ouvre une page de publicité, mais j'y tenais beaucoup parce que le livre est excellent, Guerre d'influence, un des derniers ouvrages de Frédéric. Et évidemment, les questions d'influence sont au cœur de ce que nous vivons quand on voit la manière dont certains réagissent à ce qui se passe en Ukraine. Merci beaucoup Aurélien et merci pour la publicité. Je vais en dire un mot d'ailleurs. Alors, je fais voilà, 18h30, on a 12 minutes, donc allez, je fais 12 minutes, 12-15. Alors, cette crise ukrainienne, est-ce que ça marche ma caméra? Oui, ça marche, ok. Cette crise ukrainienne, à mon sens, oppose, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Joseph, déjà très bien, j'essaie de compléter et effectivement d'aborder un peu les questions de sécurité et de défense, mais je crois qu'il y a face à face deux paris.
Il y a le pari, on pourrait le simplifier en disant il y a le pari du hard power et le pari du soft power. C'est un peu ça, mais c'est un peu plus compliqué. C'est le pari de la force contre le pari d'une guerre, d'arrêter la guerre sans la faire. Et on l'avait déjà vu en 2008, en réalité, avec la Géorgie, et plus encore avec 2014 déjà, l'Ukraine, lorsque Barack Obama l'avait dit assez explicitement, il l'avait presque dit explicitement, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la guerre pour l'Ukraine, mais on va montrer que quelqu'un qui fait ça aujourd'hui, au XXIe siècle, ça va lui coûter très, très cher. Et là, évidemment, l'agression étant encore plus manifeste et plus forte, là, le pari qui est en face est encore plus manifeste et plus fort. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le pari russe de la force brute, c'est-à-dire que c'est le pari que tout s'efface devant la force. Et que les sanctions, les atermoiements, les résolutions des Nations Unies, tout ça ne compte pas. Les jérémiades des opinions publiques, les petits drapeaux ukrainiens sur sa page Facebook, tout ça s'efface lorsque la force parle. Ça, c'est le pari de la Russie. En face, il y a un autre pari qui est que non, justement, ça ne s'efface pas. Ça ne s'efface pas et ça va coûter très cher à celui qui veut persister dans le pari de la force brute. En quelque sorte, alors je suis d'accord avec ce que dit Joseph, ce n'est pas une guerre du 19e siècle, mais il y a quand même quelque chose, me semble-t-il, du côté russe qui tente de remettre au goût du jour les stratégies du XXe siècle. C'est un peu la guerre du XXe siècle contre la guerre du XXIe. La guerre du XXe siècle, on a l'impression quand même, au début en tout cas, que Poutine essaye de refaire l'écrasement du printemps de Prague de 1968 en 2022. Et là, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Joseph sur le fait qu'effectivement, il y a une peur de la démocratisation. C'est une guerre de punition. C'est une guerre de punition, cette guerre ukrainienne. Les Ukrainiens n'ont pas voulu plier. On a tout essayé. On a essayé d'empoisonner Yushchenko, on a essayé de mettre un homme de main à la tête du pays, c'était Yanukovych. On a essayé de jouer sur la corruption réelle qui existe dans le pays, etc. Rien n'y a fait. La population ukrainienne continuait de se rapprocher de l'Occident. Alors, c'est une guerre de punition, c'est une guerre à l'ancienne, si je puis dire. En face, il y a le pari que ça ne passera pas parce que l'interaction, l'interdépendance du monde aujourd'hui est beaucoup trop forte. Nous n'avons pas encore l'issue, bien sûr, de cette confrontation de deux paris. Alors, il y a Joseph le disait, c'est une surprise cette guerre. C'est une surprise aussi, à mon sens, pour une autre raison. C'est que Poutine décide de passer d'une guerre d'influence, je reprends la page de publicité qu'avait amorcé Aurélien tout à l'heure avec mon livre, Poutine décide de passer d'une guerre d'influence à une guerre tout court. C'est d'autant plus étonnant que sa guerre d'influence, ça lui réussissait plutôt bien. Alors, certes, avec des méthodes peu recommandables, mais au final, il avait quand même créé des médias qui arrivaient en tête de n'importe quelle recherche sur Internet, qui avaient leur clientèle, qui l'ont toujours d'ailleurs, d'une certaine manière, même s'ils ont été fermés. Il avait réussi à à réactiver de vieux réseaux en Europe centrale et orientale, notamment dans quelques pays, plus encore d'ailleurs dans les Balkans, reprendre pied par différentes stratégies, Wagner, etc., en Afrique. La Russie parlait à tout le monde au Proche-Orient. Donc, cette guerre de longue haleine, cette guerre d'influence, elle portait ses fruits d'une certaine manière. Et puis, on peut même reconnaître que ce qui n'était vraiment pas gagné au départ, en 20 ans, Poutine a réussi à maintenir la Russie dans le club des grandes puissances, des puissances qui étaient craintes, de Géorgie en Syrie, de Crimée en Wagner. Il avait réussi à maintenir la Russie dans le club des grandes puissances, alors que tout le monde prévoyait que ce serait un duopole américano-chinois et qu'on qualifiait la Russie de puissance simplement régionale. Il y a encore quelques années, c'était Obama au moment de l'affaire ukrainienne de 2014. Bon. Et le voilà qui joue tout, pratiquement, toute cette réussite patiemment orchestrée sur le pari ukrainien. Donc, de ce point de vue-là, c'est surprenant, même si nous n'avons pas encore effectivement
la fin de l'histoire. On voit là aussi, d'ailleurs, comme il y avait deux paris, il y a deux stratégies. Il y a une stratégie américaine d'une influence de séduction d'un modèle et d'un modèle de transparence. On met sur la table le renseignement. C'est d'ailleurs redoutablement efficace. On dit ils vont attaquer autour du 22 février. Ils attaquent le 24. On dit voilà la liste des gens auxquels ils pensent pour remplacer Zelensky. C'est le modèle de séduction, c'est le modèle de société démocratique, libérale, tel qu'on le connaît, pratiqué par les États-Unis depuis longtemps. En face, on a un autre type de stratégie d'influence. On a une stratégie d'influence qui vise non pas à séduire, ou en tout cas, il y a des façons plus douces de séduire que ce qu'il vient de faire. On vise à déstabiliser, on vise à semer le doute, on vise à semer la zizanie. Et puis, il y a encore une autre opposition de style, c'est que la Russie de Poutine aujourd'hui essaye par la force de convaincre quel est le nouveau maître du monde et quelle est la puissance fiable. On est dans la continuité de la Syrie. En Syrie, la démonstration russe, c'est regardez, nous, on soutient nos amis jusqu'au bout. Obama a hésité, Obama n'était pas sûr de soutenir. Ensuite, il y a eu l'abandon des Kurdes par les États-Unis, il y a eu les flottements de Trump sur l'article 5 de l'OTAN. Nous, on va jusqu'au bout. Et donc, ralliez-vous à nous parce que nous sommes la force. Et nous sommes la force fiable. Il y a ce pari-là. En face, le pari américain, c'est de dire, attendez, pas si vite, vous allez voir ce que ça va vous coûter. La force, c'est le dollar. La force, ce sont les mécanismes commerciaux internationaux. La force, c'est aussi les sanctions. L'affaire est donc assez compliquée. Et puis, on a, mais Joseph l'avait esquissé, donc je n'y reviens pas, on a, c'est vrai, un retour de politiques étrangères impériales. On a l'idée qu'il y a un monde russe. C'est un vocable qui est très présent dans la rhétorique de politique étrangère russe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a, c'était d'ailleurs la rhétorique de Poutine initialement, il y a un monde russe, c'est-à-dire qu'il y a il faut faire revenir l'Ukraine dans le giron de la mère patrie, c'est un peu ça au début, la rhétorique, avant d'en venir à une guerre de punition, mais il y a l'idée qu'il y a une sphère d'influence qui appartient naturellement à un leader, et ça, la Russie n'est pas la seule à penser comme ça. La Chine, et sur à peu près, mais ça, on laissera Philippe évidemment nous expliquer, mais c'est mon interprétation. La Chine, elle aussi, est sur cette idée que la mer de Chine du Sud, ça lui appartient, que les Américains n'ont rien à faire là-dedans, qu'il y a des sphères d'influence qui sont des sphères naturelles et que d'ailleurs, il y a des puissances de référence historiques qui restent des puissances de référence culturelle, économique dans une zone et que lorsqu'elles étaient reconnues comme telles, les choses étaient beaucoup plus ordonnées et elles marchaient beaucoup mieux. Il y a aussi cette rhétorique. Alors, venons-en dans la deuxième partie de mon exposé, et puis je ne serai pas trop long sur les questions que pose cette guerre, parce qu'on n'en sait pas grand-chose aujourd'hui. D'abord, il y a des questions politiques sur les buts de guerre. Que voulait Poutine au départ? Est-ce qu'il voulait s'emparer de l'Ukraine, véritablement? Est-ce qu'il pensait vraiment, comme on le dit aujourd'hui, que ça serait beaucoup plus facile, que l'accueil serait plus favorable, au moins dans la partie russophone de l'Ukraine, que Kiev serait conquise facilement et qu'on pourrait y installer un autre pouvoir assez vite, que tout ça s'effondrerait rapidement parce que la corruption, le fait qu'il ne voyait pas ça comme une vraie nation, etc. Est-ce que c'était ça, s'emparer de l'Ukraine, véritablement? Donc une guerre vraiment de conquête, une guerre de possession, présentée comme une guerre de rétablissement d'un ordre, mais une guerre de conquête et de possession. Est-ce que c'est plutôt une opération qui vise d'abord à lancer un signal très fort et très violent pour mettre fin définitivement à ce qui est considéré comme un grignotage de l'OTAN et des démocraties européennes dans sa sphère d'influence, c'est-à-dire vous ne m'avez pas entendu, je vous l'ai dit plusieurs fois, maintenant on va passer à la vitesse supérieure. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un coup d'arrêt pour que l'OTAN ne continue pas à tergiverser sur l'Ukraine, sur la Géorgie, etc. De ce point de vue, c'est peut-être d'ailleurs réussi, parce que là, on n'envisage plus tout à fait une Ukraine dans l'OTAN aujourd'hui, ni une Géorgie. Ou alors, troisième hypothèse, qui est peut-être la plus dangereuse d'une certaine manière, est-ce qu'il s'agit pour la Russie, et sans doute en concertation peut-être, j'en sais rien, Philippe nous le dira peut-être, avec la Chine, d'ouvrir une page post-occidentale, d'entrer dans un monde post-occidental et de mettre l'Occident face à sa faiblesse. Et c'est là aussi qu'il y a un pari, c'est nous allons attaquer et vous ne ferez rien. Et le monde entier verra que vous ne faites rien, au sens de vous ne faites rien militairement.
Je ne suis pas sûr que ce pari soit perdu, malgré toute la force des sanctions qui sont mises en place aujourd'hui. Dans les pays du Sud, on entend beaucoup ça. Mais alors, les Américains font rien, donc ils ont peur de Poutine. Et il y a peut-être ce pari-là, mettre l'Occident face à ce qui est perçu comme sa grande faiblesse et entrer dans une nouvelle ère qui est une ère post-occidentale. Et donc, il faudra voir évidemment quelles sont les réactions du Sud là-dessus. Il y a ensuite une série de questions militaires sur l'évolution de la guerre. D'abord, il y a quand même beaucoup de questions sur l'état de l'armée russe. Il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. On dit que l'armée russe pourrait avoir perdu 15 000 hommes et avec peut-être plus de 20 000 blessés, beaucoup de matériel détruit, visiblement des grosses lacunes logistiques, militaires, de planification, etc. Ça pose la question de la réponse russe à ces défaillances et à l'étalement public de ces défaillances. On peut imaginer que Poutine ne voudra pas en rester là, qu'il va vouloir frapper un grand coup pour effacer ce qui est perçu aujourd'hui comme un échec militaire russe. Et que va-t-il faire à ce moment-là? Jusqu'où va-t-il aller? Je parlais récemment avec des hauts gradés français qui me disaient on peut avoir beaucoup de scénarios, on peut avoir très embarrassants auxquels il faut déjà qu'on réfléchisse en termes de réponse et de crédibilité de l'OTAN. Ça peut être une frappe nucléaire tactique au Donbass. Ce n'est pas le plus probable, mais ça peut arriver. Ça peut être l'utilisation d'armes chimiques. Parce que là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on rejoue le scénario syrien? Question qui se pose d'autant plus que le général qui était en charge des opérations syriennes a repris en main la guerre ukrainienne. Ça peut être, pourquoi pas, le bombardement d'un point de départ d'approvisionnement pour l'Ukraine qui pourrait se situer sur le territoire de l'OTAN, c'est en Pologne, où on bombarderait un convoi ou un rassemblement de matériel ou de vivres ou de je ne sais quoi à destination de l'Ukraine, mais il n'en resterait pas moins que ce serait une frappe sur le territoire de l'OTAN. Tout ça, ça pose la question de savoir, à partir du moment où la Russie a bien compris qu'elle avait étalé des faiblesses militaires, où elle va vouloir forcément corriger le tir et démentir cette faiblesse, où elle va forcément faire de la surenchère, que va-t-elle faire et que sommes-nous prêts à faire en réaction si ça arrive? Il y a une troisième série de questions, ce sont les questions sur la perception de cette guerre ailleurs que dans notre monde occidental. Dans notre monde occidental, mais même dans notre monde occidental, tout ça n'est pas acquis. Et dans le reste du monde, encore moins. Est-ce que Poutine est si seul que ça aujourd'hui? Est-ce que les votes des Nations Unies, qui ont l'air impressionnants pour condamner la Russie, et Joseph les a évoqués tout à l'heure, est-ce qu'ils ne masquent pas le fait que très peu de pays, en réalité, veulent véritablement avoir des sanctions contre la Russie? Que dit-on, que pense-t-on dans les pays du Sud? Moi, les quelques échos que j'ai eus avec des diplomates tout à fait raisonnables, sympathiques et chaleureux par ailleurs, me paraît extrêmement... Mais on le voit dans le Golfe, on le voit dans les Émirats, on le voit ailleurs. Ce n'est pas une condamnation aussi forte que ça. Il y a toujours un gros ressentiment vis-à-vis de l'Occident, de ce qu'il a fait en Irak, de ce qu'il a fait en Libye. Il y a l'idée que finalement, cette guerre ukrainienne, elle n'est pas si différente que ça de ce que les Occidentaux ont fait. Et donc, on ne voit pas pourquoi on serait plus scandalisé par ça que parce que les États-Unis ou d'autres ont fait ailleurs. Attention à cette réaction. Et puis, attention aussi à des évolutions. J'entrerai évidemment pas dans le débat parce que ce n'est pas l'objet. Et puis, on doit respecter les règles de campagne électorale. Mais les choses peuvent bouger aussi. Imaginons que plusieurs pays de l'Union européenne aient à leur tête des gens qui sont beaucoup plus favorables à la Russie ou beaucoup moins défavorables, en tout cas, à la Russie, ou que Donald Trump revienne au pouvoir ou un de ses, ou quelqu'un qui est sur la même ligne que lui aux États-Unis, la donne change complètement. Donc, la perception globale de la guerre n'est pas quelque chose d'acquise aujourd'hui, tel qu'on peut le voir dans nos médias occidentaux actuels. L'avenir, pour terminer, beaucoup de questions sur l'avenir. Quelle va être la durée de la cohésion de l'Union européenne et de l'OTAN sur cette guerre ukrainienne quand il faudra entrer dans le dur, c'est-à-dire éventuellement de l'approvisionnement en matériel militaire, et puis la question quand même des sanctions énergétiques. Jusqu'où cette cohésion va-t-elle tenir? Que l'on débloque de l'argent et que l'on prenne des sanctions, y compris verbales, ça, on sait que les Européens savent le faire. Passer concrètement à de la sanction qui nous sanctionne, nous aussi, en faisant des sacrifices, ça va, on le sait, c'est dans la nature de l'Union européenne, ça va être plus compliqué, et ça sera la même chose sur l'OTAN.
Et puis, il y a une autre question aussi, ce qui est évidemment la question russe. C'est-à-dire que comment va réagir la société russe, comment va réagir le pouvoir russe s'il est avéré que Vladimir Poutine a quand même fait une énorme boulette qui a coûté très, très cher à l'armée russe et à l'économie russe. Une hypothèse pour terminer, qui est plutôt une observation. Ce que l'on pense pouvoir dire quand même aujourd'hui, c'est qu'on aille dans un effet cliquet négatif. C'est-à-dire que très probablement, l'Est de l'Ukraine risque d'être perdu pour Kiev. La confiance, en revanche, tout le reste de l'Ukraine pour la Russie est perdu pour la Russie. Ça ne se réconciliera pas avec tout ce qui s'est passé. Et la Russie est perdue pour longtemps comme partenaire pour l'Occident, après tout ce qui s'est passé. Donc, on est vraiment dans une spirale négative. À l'heure actuelle, c'est en tout cas, malheureusement, le seul point sur lequel on peut insister. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, cher Frédéric. Vous l'avez souligné tous les deux, Joseph et toi, cette crise, elle est au cœur de l'Europe, bien sûr, mais c'est une crise qui a des répercussions mondiales. Et il a semblé important d'aborder notamment le rôle de la Chine dans les développements actuels. Je suis très heureux de passer la parole à Philippe Lecor, qui est donc Senior Research Fellow à la Harvard Kennedy School. Et merci à toi, Philippe, puisque tu nous appelles de la côte est des États-Unis. Et tu es donc par ailleurs le conseiller de l'Irénée pour l'Asie et la Chine. Alors la Chine de Xi peut-elle sauver la Russie de Poutine? Eh bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. J'espère que le son fonctionne aussi bien de Boston que de Cergy. Je vais effectivement revenir sur différents points qui ont été abordés par Joseph et Frédéric, qui ont vraiment fait un tour d'horizon très large. Et je voudrais remonter, mais très rapidement, à une date qui est mai 1989, donc il y a 33 ans, la visite de Mikhaïl Gorbatchev à Pékin. C'était au début des événements de Tiananmen, pour ceux qui s'en souviennent, et qui a été un petit peu la rencontre de la réconciliation entre une Chine triomphante, enfin en train de triompher parce qu'elle était en plein dans la mondialisation déjà, et une Union soviétique déclinante et qui était sur le point de basculer dans le monde qui était celui d'après, qui était celui de la Russie de Boris Yeltsin. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'effectivement, il faut s'inspirer de l'histoire pour expliquer l'actualité. Il se trouve que peu de temps après cette rencontre, eh bien, il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a eu les révolutions qu'évoquait Joseph Maïla tout à l'heure, et puis surtout la chute de l'Empire soviétique lui-même, le départ du fameux Gorbatchev qui était venu rencontrer Deng Xiaoping, dont on se souvient, qui est le père de l'ouverture chinoise, dont on oublie un petit peu trop souvent le nom ces temps-ci. Et eh bien, il s'en est suivi une période d'hibernation pour les relations non plus soviétiques, mais sino-russes, qui avait déjà été émaillée de nombreux incidents, de nombreux conflits entre Staline et Mao, entre Mao et Khrouchtchev. Et donc, cette réconciliation de 1989, ben, finalement, elle n'a pas eu lieu tout de suite, puisqu'elle a été, je dirais, atrophiée par la chute de l'Union soviétique et surtout la chute du Parti communiste d'Union soviétique. Et ça, c'est quelque chose que les Chinois n'ont jamais pardonné à Gorbatchev, qui est voué aux gémonies. Ils n'ont jamais rien pardonné à Boris Yeltsin, dont ils n'attendaient rien. Et par contre, l'arrivée, effectivement, de Vladimir Poutine au pouvoir en 1999 a correspondu à non pas un sursaut, mais parce que ce sursaut a été très progressif dans le rapprochement sino-russe. Il faut également rappeler que dans toutes ces années, entre 1990 et 2020, les ventes d'armements russes à la Chine n'ont cessé de se multiplier. Le budget de la défense chinois, qui est en augmentation à 2 chiffres depuis, alors peut-être pas chaque année, mais depuis les années 90, il s'est traduit par des acquisitions d'avions de combat, de sous-marins, de porte-avions, d'armements en tout genre russes. Aujourd'hui, l'armée chinoise, elle est équipée d'armements militaires soviétiques puis russes. Donc ça, déjà, c'est un point. Alors ça, plus évidemment les relations dans le domaine de l'énergie
très importante, puisque la Chine est un grand consommateur de gaz et de pétrole russe et d'autres matières. Et donc, tout ça fait que les liens entre les deux sont très importants, des liens également économiques, puisque en 2013, comme vous le savez, Xi Jinping a été nommé donc secrétaire général du Parti communiste chinois, alors même que Vladimir Poutine, lui, était au pouvoir depuis près de 14 ans. Et donc, Poutine n'étant pas communiste, Poutine étant un leader nationaliste russe, et le Parti communiste chinois étant extrêmement défensif face à tout ce qui n'est pas communiste, il faut quand même le dire, ce parti vit de son renouvellement permanent, comme on le voit dans les manifestations du parti, des anniversaires, les fêtes nationales et autres, qui sont toujours une célébration de la révolution en 1949 et du communisme à la chinoise. J'insiste sur ce point parce que le communisme n'est pas forcément une valeur chinoise. La Chine est un pays multimillénaire qui, évidemment, a pris ce qui lui a convenu dans le communisme, dans le marxisme-léninisme, et en a fait un régime bien à lui. Alors, depuis 10 ans, depuis l'arrivée de Xi Jinping, il y a cette relation très proche entre un Vladimir Poutine assoiffé de revanche et un Xi Jinping assoiffé je dirais, de pouvoir, de continuité du parti et de renouvellement et de résurgence de ce parti qui, pendant quelques années, a un petit peu battu de l'aile sous l'influence de la mondialisation, de l'Occident. Et donc, les visions de ces deux hommes, finalement, se recoupent, puisque dans les deux cas, l'ennemi juré, l'ennemi héréditaire, eh bien, ce sont les États-Unis et le monde qu'ils ont créé depuis Yalta, depuis Bretton Woods et surtout depuis la chute, justement, depuis Tiananmen, qui n'a pas eu l'impact historique, qui a eu un impact très fort en Chine, mais qui n'a pas eu l'impact historique dont on aurait pu penser. Mais en tout cas, la chute du mur, la chute des régimes de l'Europe de l'Est, tout cela a eu un impact considérable. Et donc en 2013, eh bien, se rapprochent ces deux hommes qui veulent finalement consolider leur pouvoir face à un ennemi commun. C'est assez classique en sciences politiques. Et ils voient effectivement dans les années 2014, 2015, 2016, 2017 des opportunités se multiplier. Le Brexit, l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016, la montée des populistes, des régimes autoritaires, Viktor Orban qui vient d'être réélu en Hongrie, Vučić en Serbie, Erdogan en Turquie. Bien entendu, on ne peut pas pour autant en faire une alliance, une confédération des régimes autoritaires, mais c'est un signe pour Pékin comme pour Moscou que l'Occident est en déclin. Et je passe sur les aspects populistes français, bien entendu, et les liens entre certains partis et le régime russe, voire la Hongrie d'ailleurs. Donc, Xi Jinping veut consolider son pouvoir et veut être un acteur clé du nouveau monde multipolaire qu'il appelle de ses voeux, puisque la Chine ne rejette pas la mondialisation, au contraire, la Chine y participe, la Chine en bénéficie, la Chine en profite, alors même que la Russie, finalement, s'en extrait en dehors du champ, je dirais, énergétique et du monde de la défense, donc, quand elle est un acteur clé à travers les ventes d'armes, dont celle dont je parlais à la Chine, qui a donc permis à la Chine de se réarmer, de s'armer, de devenir un géant militaire qu'elle n'était pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Et j'en reviens au point très intéressant qu'a souligné Joseph Mailla, le quatrième point, l'Europe et les autres. Et l'Europe et la Chine. Donc, qu'en est-il de l'Europe et la Chine? Eh bien, vendredi 1er avril, et ce n'était pas une plaisanterie, le sommet Chine-Union européenne s'est tenu
à Bruxelles, enfin virtuellement, entre les dirigeants chinois et les dirigeants de l'Union européenne, Mme von der Leyen et M. Michel. Et que voulaient dire les Européens aux Chinois? Eh bien que cette guerre en Ukraine n'était pas un sujet mineur, qu'il fallait le mettre en haut de l'affiche, qu'il fallait absolument en parler. C'était quelque chose qui a profondément agacé les Chinois, qui ont l'habitude, je dirais, de fixer les règles du jeu et de fixer les agendas en fonction d'un principe qui est très chinois, en anglais, c'est win-win. Et en fait, cette réunion ne s'est pas passée comme les Chinois l'avaient envisagé. C'est-à-dire que les Européens ont maintenu cette affirmation que l'Ukraine était un game changer, était un moment clé dans l'histoire, qui a été souligné par Frédéric Charillon et Joseph Maëla à plusieurs reprises, et par conséquent, qu'il n'était pas possible de faire une croix dessus et de se mettre à discuter des échanges commerciaux ou du climat ou de la biodiversité, qui sont par ailleurs des sujets très importants. Le problème, c'est que la Chine a signé. Alors non seulement il y a cette longue relation que je vous expliquais brièvement entre Poutine et Xi Jinping, 38 rencontres quand même depuis 10 ans. Cette relation extrêmement proche, cette amitié, on peut dire, entre eux, c'est plus qu'un partenariat, c'est de l'amitié. Mais tout ça s'est concrétisé par un accord le 4 février 2022, à la veille de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, dont Vladimir Poutine était l'invité de marque et il restait bien entendu quelques jours, notamment pour la cérémonie d'ouverture. Ce pacte sino-russe, qui n'est pas une alliance, alors il y a une nuance, ce n'est pas une alliance, mais c'est une amitié sans limite. Solid rock, solide comme un roc, comme dit le ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi, qui a rencontré 2 jours avant le fameux sommet dont je parlais, sino-européen, son homologue russe, et qui a réaffirmé cette amitié sans limite et qui ne sera absolument troublée par rien. Et donc tout cela a été écrit noir sur blanc quelques jours avant, enfin quelques semaines, 3 semaines avant le début de la guerre en Ukraine, et comme par hasard, à la fin des Jeux olympiques d'hiver. Que pense la Chine de tout cela? Eh bien, la Chine, premièrement, elle a un principe, c'est qu'elle est contre les ingérences dans les affaires intérieures d'un pays, d'un autre pays. Et par conséquent, la question de Taïwan, la question de la mer de Chine du Sud, dont parlait Frédéric, toutes ces choses sont des sujets de politique intérieure chinoise. En revanche, l'Ukraine, il se trouve que depuis 30 ans, la Chine et la République ukrainienne ont des relations diplomatiques. En janvier, M. Xi a téléphoné à M. Zelensky pour le féliciter, les Chinois adorent les anniversaires, pour fêter les 30 ans des relations diplomatiques entre leurs 2 pays. Et les échanges, par ailleurs, notamment en matière agricole, sont très importants entre la Chine et l'Ukraine. Aujourd'hui, donc, cette souveraineté a été bafouée par l'invasion extrêmement brutale de la Russie. Et par ailleurs, il y a cet accord, si vous voulez, et le fait qu'il est très difficile pour Pékin de sortir de ce dilemme, de cette alliance entre son allié russe et le régime chinois, à une année où le 20e congrès du Parti communiste va se tenir et va donc renouveler M. Xi Jinping. Il ne faut jamais perdre à l'esprit le côté politique intérieur chinois. Donc, après, si vous voulez, il y a une question qui se pose. Est-ce que les Chinois savaient? Est-ce qu'ils ne savaient pas? Est-ce qu'ils ont été mis au courant? 150 000 soldats massés sur la frontière avec l'Ukraine. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on n'était pas au courant? En fait, ils étaient au courant parce que les services diplomatiques américains ont en fait alerté tout un tas d'acteurs internationaux, dont la Chine, de ce qui se passait, de ce qui allait se passer, très probablement en Ukraine. Et donc, si vous voulez, j'ai encore eu tout à l'heure un grand professeur chinois de l'université de Pékin m'affirmer dans une conférence de ce type que la Chine n'était pas au courant. Et donc, moi, je pense que, si vous voulez, premièrement, c'est impossible,
parce que la Chine est un régime qui voit à long terme et qui veut effectivement dessiner un monde dont elle aurait, si possible, non pas le contrôle, mais une partie du contrôle. Hein, c'est sa définition de la multipolarité. Et par ailleurs, elle n'a pas tant d'alliés que ça. Et donc, cette relation avec la Chine, avec la Russie, est très importante. Je passe sur le fait que les médias sociaux, et je ne vais pas être très long, je pense que Aurélien souhaiterait que je laisse la parole, donc je vais la laisser dans 1 minute. Et je passe sur le fait que les médias sociaux chinois, dans le cadre de la désinformation, qui est quelque chose, hélas, extrêmement répandu en Chine à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux, eh bien, est extrêmement pro-russe et donc anti-ukrainienne et véhicule tout un tas de contre-vérités très graves sur ce qui se passe en Ukraine. Donc, c'est un point important. On sait que le régime chinois a les moyens de rectifier le tir s'il le souhaite. Pour l'instant, il ne le souhaite pas parce que, comme l'ont dit également mes 2 prédécesseurs, eh bien, je pense qu'on est dans une phase de redéfinition du monde en ce début de 21e siècle et que la Chine pense qu'elle a beaucoup à gagner finalement de cette guerre. La seule chose, c'est que les Européens, pour une fois, dans cette réunion, ont tenu bon et ont insisté sur le fait que, voilà, il se passe une guerre en Europe et on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. On ne peut pas discuter business as usual quand il y a une guerre, quand des gens se font massacrer en Europe, sur le continent. C'est déjà, alors ça peut paraître peu de choses, mais c'est déjà important que ce message-là soit passé. Je pense que ça a un tout petit peu déstabiliser les interlocuteurs chinois. Donc, ils sont en pleine réflexion sur ce sujet. Merci beaucoup, cher Philippe, pour ce développement. Et il me reste alors quelques minutes avant qu'on ouvre le débat pour essayer d'analyser avec vous ce que la négociation peut permettre dans cette situation. Et je construis mon propos en 2 temps. Un premier temps très rapide pour décrire concrètement les négociations telles qu'elles se déroulent depuis le 24 février, avec des formats différents, et quelles en sont les positions les plus saillantes de part et d'autre. Et puis dans un second temps, je voudrais partager avec vous 4 limites à ce processus de négociation, non pour dire qu'elles ne vont pas aboutir, mais pour essayer de comprendre en quoi elles sont particulièrement difficiles. Alors, il y a donc eu des tentatives de négociation. D'ailleurs, dès les premiers jours, on assiste à des rencontres plus ou moins improvisées à la frontière biélorusse, avec des délégations de faible niveau hiérarchique, mais où les Russes ont encore dans l'impression que de toute façon Kiev va crouler, c'est une affaire de jours. Et bon, mais il n'en sort rien de grave. Début mars, il y a une rencontre à bien meilleur niveau avec les 2 ministres des Affaires étrangères, Lavrov et Kuleba, qui se passe à Antalya, en Turquie. Il n'en sort rien non plus. S'ouvre à la toute fin du mois de mars un processus de négociation accueilli par Erdogan en Turquie, qui là est plus structuré. Il y a des négociations officielles qui ont lieu au palais Dolmabahce et puis des échanges plus officieux à l'hôtel Shangri-La à proximité, avec des délégations sur la composition desquelles je reviendrai tout à l'heure parce que ça n'est pas anodin. Alors aujourd'hui, au moment où l'on parle, Poutine dit que ces négociations sont dans l'impasse totale. Un des membres importants de la délégation, Mikhailo Podolyak, dit qu'elle continue en ligne et en sous-groupe. Bon, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, quels sont les éléments substantiels qui apparaissent dans ces négociations ? Dès le début, la Russie a posé sur la table une série d'exigences. Il faut que l'Ukraine soit neutre, et qu'elle soit en particulier non membre de l'OTAN et dénucléarisée. Il faut évidemment qu'elle soit démilitarisée, et puis bien sûr, ne gâchons rien, il faut qu'elle soit dénazifiée. Ça, ce sont les positions initiales que les Russes posent sur la table. Les Ukrainiens disent qu'il est absolument hors de question de parler de dénazification, également hors de question de parler de démilitarisation. Nous sommes d'accord pour ne pas rejoindre l'OTAN et bénéficier de la garantie de l'article 5. Par contre, en remplacement, il nous faut une garantie internationale de sécurité avec un accord multilatéral, les membres du Conseil de sécurité, puis d'autres qui parlent aussi d'Israël, de la Pologne, etc. La Russie, en retour, dit, écoutez, pourquoi pas, mais il ne faudra pas qu'il y ait de bases étrangères en Russie.
Les Ukrainiens disent, écoutez, pourquoi pas, mais alors nous, il faut au moins qu'on puisse faire des exercices conjoints avec ces armées garantes de notre sécurité. On est là à peu près. Autre gros sujet, évidemment, le Donbass. La position initiale de la Russie, c'est de dire ces deux républiques sont désormais indépendantes, nous avons reconnu. D'ailleurs, c'est frappant, hein, sur la scène internationale. Vous avez Frédéric et Joseph parler des votes aux Nations Unies. Ce qui est quand même frappant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont reconnu ces deux pseudo-républiques. Même le Kazakhstan a refusé de les reconnaître. Évidemment, côté ukrainien, c'est intégrité totale des frontières, c'est la position qui est affinée pour le moment. Sur la Crimée, l'Ukraine propose un processus de négociation sur 15 ans pour essayer de voir venir. Parmi les questions adjacentes, il y a la question de l'adhésion de l'Union européenne, de l'Ukraine à l'Union européenne. Et là, évidemment, Poutine et la partie russe ne s'opposent absolument pas à ce que l'Ukraine adhère à l'Union européenne, ce qui peut un peu surprendre, mais en fait, ça s'explique très bien, puisque depuis au moins 10 ans, le régime poutinien est dans une stratégie de déstabilisation de l'Union européenne, qui constitue un exemple de coopération, de démocratie, d'état de droit très attractif et donc absolument insupportable à ses yeux. Quand on regarde la campagne pour le Brexit, on trouve des empreintes digitales des serveurs russes un peu partout. Donc, Poutine verrait très bien finalement qu'il y ait au sein de l'Union européenne un État membre, l'Ukraine, dont il puisse se servir comme un cheval de Troie pour déstabiliser tout l'édifice. Voilà à peu près. Difficulté supplémentaire, les Ukrainiens donc exigent un cessez-le-feu total pour vraiment commencer à rentrer dans le solide et ont prévenu que si accord il devait y avoir, il serait soumis à référendum et que c'est ça qui sanctuariserait les engagements de part et d'autre. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui, enfin, en tout cas compte tenu des informations dont on peut disposer. Maintenant, les quatre limites. La première, Frédéric l'a très bien exposé tout à l'heure, un des deux côtés de la table, russe, fait le pari de la force brute. Aujourd'hui, sur le terrain, on ne voit absolument pas une intention de négocier qui pourrait se traduire par des gestes de désescalade. Je rappelle même que le 30 mars, en Turquie, la délégation russe, nous allons diminuer l'intensité des opérations autour de Kiev. Dans les 48 heures qui ont suivi, il y a eu un surcroît de frappes, un surcroît d'artillerie totalement à rebours. Donc il n'y a pas du tout cette intention de négocier, il y a bien la poursuite du pari de la force brute côté russe. Et les opérations actuelles de recomplètement, de reconstitution des bataillons pour préparer une nouvelle attaque d'ampleur majeure dans le Donbass soulignent bien qu'on n'est pas du tout dans une logique de négociation. Et qu'on n'a pas du tout atteint ce point que William Zartman, grand politologue spécialiste de négociation, a appelé dans les années 70 la mutual hurting stalemate, c'est-à-dire cette impasse mutuellement douloureuse où les deux protagonistes se disent « Ah, zut, non, là, sur le terrain, on ne bouge plus, ça devient extrêmement douloureux, on va devoir aller à la table des négociations. » On n'y est pas du tout. Et même du côté ukrainien, j'ai sous les yeux une déclaration qui a été faite hier à 15h47 par le même Podolyak, qui est donc un membre clé de la délégation ukrainienne, et qui dit Either we, nous les Ukrainiens, or they, les Russes, have to gain a significant advantage on the battlefield. Only after that, our positions in the negotiation group will be significantly strengthened. Donc on est bien dans une logique où, pour le moment, le vrai, ça se passe sur le terrain des opérations et pas du tout sur le tapis vert des négociations. La deuxième limite, c'est que le périmètre des discussions ne suffit pas à embrasser tout ce qui se joue en fait dans l'Ukraine. D'abord parce qu'il y a eu donc des violations répétées du droit international et plusieurs États, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, d'autres encore, ont déjà annoncé un retour au statu quo ex ante et un accord ne suffirait pas pour que les sanctions soient levées. Ce qui s'est passé est trop grave et ça va au-delà d'un accord que les Ukrainiens et les Russes pourraient trouver. Et par ailleurs, pire encore, les crimes de guerre et les crimes de l'humanité ne se négocient pas, ils se jugent.
Là, ce sont des aspects qui sont en dehors du périmètre de négociation. Et le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Kouleba, l'a dit le 10 avril, je le cite encore, « It is extremely difficult to think of negotiations with people who commit atrocities, but if sitting down with the Russians will help prevent at least one massacre, like in Bucha, I have to take that opportunity. » Donc on retrouve cette interaction difficile entre la nécessité ce que j'avais appelé dans un article en 2000 à propos à la suite des événements en ex-Yougoslavie, autre guerre européenne à laquelle Joseph faisait référence tout à l'heure, j'avais décrit cette difficile contradiction entre, d'un côté, ce que j'ai appelé une logique de paix qui passe par de la négociation, et de l'autre côté, une logique de justice qui exige que des crimes graves de guerre contre l'humanité soient poursuivis. Le problème, c'est que parfois, les perpétrateurs des crimes sont les gens avec lesquels on négocie. Donc, c'est compliqué de négocier en disant « vous signez en bas et puis après, on va vous envoyer au tribunal de La Haye ». Donc, il y a cette contradiction-là qui pose une nouvelle limite. Troisième limite, la logique de négociation telle qu'elle se déroule, elle touche sa limite aussi par les acteurs en présence. D'abord parce que, comme on l'a dit, pour le moment, c'est une négociation qui est quasi exclusivement bilatérale, alors qu'en fait, les enjeux qui sont traités là ne sont plus des enjeux bilatéraux, sont des enjeux beaucoup plus globaux, et même certaines des solutions posées sur la table par les Ukrainiens, comme par exemple ce système de garantie avec les membres du P5 et d'autres encore, exigeraient qu'il y ait, en tout cas à certains moments, un format multilatéral à cette négociation et pas simplement bilatéral. Les Ukrainiens, semble-t-il, l'ont demandé, les Russes ont évidemment refusé. Et puis au-delà de ça, de ce format bilatéral ou multilatéral, le niveau, la composition des délégations en dit beaucoup. Côté ukrainien, ça a été un peu improvisé au départ. Le 4 avril, le président Zelensky a signé un décret qui précise la composition de cette délégation. Et côté russe, on reste avec une délégation qui est de très bas niveau dans un système de pouvoir qui est devenu totalement pyramidal, Vladimir Poutine concentrant entre ses mains le véritable pouvoir de décider. Officiellement, la délégation russe est emmenée par un ancien ministre de la Culture, M. Vladimir Medinsky, mais qui n'a pas pris sur grand-chose et qui manifestement n'ose pas vraiment dire à Poutine ce qui se passe dans les discussions. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a vu apparaître à l'hôtel Shangri-La et puis dans les réunions plus officielles, cet oligarque russe, Roman Abramovitch, qui a été appelé par la partie ukrainienne elle-même. Pourquoi? Alors, il y a une connexion personnelle. Le fils d'un des conseillers, un des conseillers de Zelensky, Alexandre Rodiansky, est le fils d'un cinéaste ukrainien dont certains films ont été produits par Abramovitch. Et ils ont appelé Abramovitch, pourquoi? Parce qu'ils se disent les gens autour de Poutine n'osent plus dire ce qui se passe et on a besoin de quelqu'un, d'un canal de remontée d'informations plus direct. Et donc, mettons dans le paysage cet oligarque russe qui est réputé proche de Poutine et qui pourra, lui faire remonter des informations qui seront beaucoup moins filtrées que dans les systèmes kremlinesques actuels. Un Ukrainien dit de lui au moins, donc le fameux Abramovitch, parle à Poutine sans peur. Sans peur. Et j'en viens à la quatrième limite. La quatrième limite, c'est Poutine lui-même. Parce que si on regarde Poutine au pouvoir depuis 22 ans, la conclusion qui apparaît, c'est que Poutine ne négocie pas. Poutine ne négocie jamais. Le processus même de décision conjointe consistant à échanger de l'information pour construire des solutions mutuellement acceptables, lui est totalement étranger. Par construction intellectuelle. D'abord, c'est sa formation d'officier de moyen rang du KGB. C'est totalement étranger à sa constitution personnelle. Mais surtout au-delà de ça, Poutine ne négocie pas. Pourquoi? Parce que ça marche. Ça fait 22 ans que Poutine frappe, ne négocie pas, et ça marche. Ça fait 22 ans que Poutine crée un rapport de force, le crée avec la plus grande brutalité possible. On l'a vu à Grozny, on l'a vu à Alep,
Et ensuite, une fois ce rapport de force totalement défavorable créé sur le terrain, il va laisser quelques personnes s'agiter autour d'un bout de papier pour essayer de traduire sur une feuille de papier les conséquences du rapport de force qu'il a créé de manière totalement unilatérale et totalement brutale sur le terrain. Et en fait, Poutine, je pense, est très surpris de ce qui est en train de se dérouler parce que pour la première fois depuis 22 ans, ce pattern, c'est-à-dire ce fonctionnement s'est cassé. Je rappelle que le 4 mars 2018, Poutine fait empoisonner à Salisbury Sergei Skripal, c'est-à-dire qu'il franchit dans la même journée au moins 5 lignes rouges. Il envoie des tueurs, déjà c'est une ligne rouge. Il envoie des tueurs tués à l'arme chimique, qui est une deuxième ligne rouge. Il envoie des tueurs tués à l'arme chimique avec du Novichok, qui est donc signé. Il n'y a que les Russes qui produisent du Novichok. Et il va tuer à Salisbury. Salisbury, qu'est-ce que c'est? C'est un peu notre Balard à nous, c'est-à-dire c'est un des endroits où sont concentrés les services parmi les plus sensibles de l'appareil militaire britannique. Et donc Poutine dit, je viens chez vous quand je veux, tuer qui je veux, avec qui je veux, où je veux, même dans votre saint des saints militaire. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez un peu beugler, vous allez faire 2-3 petites sanctions, et puis vous passerez à autre chose. Et Poutine s'attendait à ce que la prise de Kiev étant faite, ça soit exactement la même chose. Donc c'est un peu la difficulté dans laquelle on est, c'est que Poutine ne sait pas négocier. Alors, j'ai discuté de cette affaire avec des collègues qui s'intéressent beaucoup aux questions de négociation et qui me disent « Ah, mais il faut, et je conclue avec ça, il faut proposer à Poutine un Golden Bridge. » Le Golden Bridge, c'est la sortie de secours. C'est le truc qui permet, avec un minimum de perte de face, puisqu'on entend dire que Poutine est quelqu'un de très, très attaché à son ego, son machin et tout. Cette théorie, je ne la partage pas. Je pense que Poutine n'a pas besoin qu'on lui donne un Golden Bridge parce que Poutine est parfaitement capable de le créer lui-même. Aujourd'hui, et encore plus le 9 mai, lors de la célébration de la victoire de 1945, Poutine raconte et racontera le 9 mai que la campagne de l'armée russe en Ukraine est une victoire, que la campagne de l'armée russe en Ukraine a permis la dénazification du pays. Il racontera le 9 mai que les armées russes ont été reçues avec des fleurs et des embrassades. Et tout le reste, il le niera parce que, pour lui, les faits ne comptent pas. Et finalement, il n'y a pas de défaite tant qu'on nie la défaite, et il y a victoire tant qu'on prétend la victoire. Donc c'est ça la difficulté aussi, c'est la personnalité particulière d'un Poutine dont on aura besoin, puisque compte tenu de la caractère très pyramidal du pouvoir en Russie, si on veut conclure une négociation, il faudrait bien que Poutine, à un moment, dise da. Voilà, oui. Voilà, donc 4 limites, on pourrait en trouver d'autres. Évidemment, c'est très rapide comme présentation et comme analyse, mais c'est important qu'on ait un peu de temps pour échanger, donc je m'en tiens là. Voilà. Questions, réponses. Avec déjà dans le chat, j'en vois une qui était « Ne touchons-t-on pas ici aux limites de la dissuasion nucléaire avec une puissance russe dotée qui nous pousse aussi à répondre par le soft power ?» Alors, juste la partie dissuasion nucléaire comme arrière-plan de ce conflit, puisqu'on a bien compris que donc d'un côté, Biden dit non, on va pas créer du contact direct entre deux puissances nucléaires. Est-ce que Joseph ou Frédéric sur cette partie de dissuasion nucléaire? Oui, rapidement, pour qu'on ait le temps de prendre plusieurs questions. Bon, il est clair que ça joue un rôle majeur, la dissuasion nucléaire, parce que sinon, ça ferait longtemps que... On a commencé tout de suite par dire que naturellement, nous n'enverrons pas de troupes, et c'est évidemment lié au fait qu'on a affaire à une puissance nucléaire. On sait depuis plusieurs années qu'on ne parle pas à une puissance nucléaire sur le même ton qu'à une puissance qui n'a pas l'arme nucléaire. Alors, il y a d'ailleurs, dans la réaction immédiate de l'OTAN, qui consiste à dire, parce que tout le monde l'a compris comme ça, c'est une puissance nucléaire, donc on n'y va pas. Directement, on procédera autrement. Attention à ce qu'il n'y ait pas là une incitation à la prolifération, parce que ça fait déjà un petit moment que tout le monde a compris dans plusieurs pays du Sud que la meilleure assurance vie, quand même, c'était d'avoir l'arme nucléaire. Maintenant, ceci étant dit, la dissuasion nucléaire, ça se décline maintenant de façon beaucoup plus subtile, c'est-à-dire qu'il y a des frappes tactiques,
il y a différents types de choses. Et donc, une guerre nucléaire générale, que tout le monde veuille l'éviter, c'est bien compris. Vladimir Poutine, qui de toute façon joue dans la guerre psychologique, a tout de suite évoqué cette question en parlant de représailles telles qu'il n'y en avait jamais eu dans l'histoire si on s'avisait de le contrarier. Mais il y a la question des armes nucléaires tactiques. Qu'est-ce qu'on fera s'il y a l'utilisation d'armes tactiques, non pas contre un pays de l'OTAN, mais sur le territoire ukrainien? Ça, c'est une autre question. Je m'arrête là. Oui, très rapidement pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Frédéric, avec lequel je suis parfaitement d'accord. Ce qui est étonnant dans cette crise ukrainienne, c'est qu'on a vu Poutine utiliser pour la fois, ou évoquer qu'il avait l'arme nucléaire, qu'il pouvait l'utiliser, bien entendu, mais on ne sait pas de quelle manière. Et ça ne fait pas partie du code de ceux qui ont l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, on l'a, mais on n'en parle pas. Le fait qu'on l'a est suffisamment dissuasif. Et là, j'ai trouvé étonnant qu'à un moment donné, Poutine rappelle que c'est une puissance avec laquelle il faut être très sérieux. On ne rigole pas avec ça. Et ça me rappelle aussi un autre usage, mais alors lui qui est beaucoup moins contrôlé, ou tout aussi contrôlé, mais beaucoup plus virulent, c'est celui de Kim Jong-un. Et la fameuse réponse quand il avertit Donald Trump qu'il a l'arme nucléaire et que Trump lui répond un peu sur le même ton en disant « Oui, mais mon bouton est plus gros que le tien. » C'est-à-dire que j'ai l'arme nucléaire et c'est encore plus fort. Et c'est vrai que c'est une affirmation de puissance. Frédéric rappelait quelque chose d'important, à savoir qu'aujourd'hui, le développement des armes nucléaires de terrain ou tactiques sont beaucoup améliorés, la France y compris, et que le risque serait de faire un usage très limité sur des portions de territoire restreintes, mais ce serait vraiment le franchissement d'une ligne après laquelle on pourra se poser de grandes questions pour l'avenir de l'humanité. On va prendre deux questions d'un coup. D'abord celle de notre collègue, le professeur Viviane de Beaufort, spécialiste des questions européennes, dont je salue la présence et qui est venue avec ses étudiants. Viviane, je reprends l'interrogation. Combien de temps l'UE peut être en guerre, en aidant, sans faire la guerre? Combien de temps ça peut tenir? Et pendant que, notamment, Joseph et Frédéric, vous réfléchissez à cette question, je passe la parole à Anton pour que vous posiez votre question. Pardon, je n'arrive pas à lire votre nom complet. Merci. Mon nom, c'est Cheredichenko. Mais bon, j'aimerais savoir, est-ce que, j'aimerais m'adresser à tous les participants aujourd'hui, mais j'aimerais poser la question est-ce que vous ne pensez pas que la situation actuelle peut être une opportunité de repenser et peut-être redéfinir la notion de soft power et ne pas reconnaître que dans le cadre actuel, le soft power de l'Europe et de la France, franchement, c'était clairement en échec. D'un côté, parce qu'il y avait une certaine ignorance collective, pas que du côté de l'Europe, je pense que c'était l'ignorance collective de tout le monde, parce qu'on savait que la Russie, depuis 2010-2012, devient de plus en plus une dictature, que il y avait certains, les événements, les atrocités à l'intérieur. Il y avait le 2008 avec la Géorgie, il y avait 2012, il y avait l'empoisonnement de Navalny, il y avait l'annexation de Crimée. Mais ce que je vois, ce qui était un tout petit peu bizarre, c'est qu'on voyait où va la Russie. On était au courant qu'il n'y a plus de médias indépendants, que de plus en plus, ça devient de plus en plus restreint. Et d'ailleurs, ça limite l'effet de soft power européenne parce que, en ce moment, par exemple, il y a un monopole total des médias russes sur l'espace russe. On a l'idée générale de votre question sur le soft power. Je pense que c'est une question qui peut aller à Frédéric. Mais d'abord sur l'Europe ou sur l'influence aussi. Mais Philippe, tu as été en contact avec les gens du SAE, tu as vu comment cela s'est passé. Combien de temps, selon toi, l'Europe peut-elle tenir dans cet entre-deux de faire la guerre sans la faire en aidant? Je voulais juste dire un mot, étant donné que je suis à Harvard et que je vois dans 2 heures le professeur Joseph Nye,
qui est l'inventeur du soft power. Je ne fais pas du name dropping, mais bon, je lui poserai la question et il a sûrement des idées très claires là-dessus. Je pense quand même que, et là aussi Frédéric aura sans doute des commentaires à faire, mais la notion de soft power est en plein bouleversement. Et je dirais que cette guerre n'en est qu'une des manifestations de ce bouleversement, parce que finalement, on est passé du soft power au smart power et au sharp power. Alors, sharp power, ce n'est pas Joseph Nye, hein, c'est quelqu'un d'autre. Mais il le revendique. Ah non, lui, c'est smart. Il a dit qu'il l'avait inspiré avant. Ouais. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le soft power, ce n'est malheureusement plus une notion tellement d'actualité et qu'aujourd'hui, c'est le sujet du livre de Frédéric, c'est-à-dire c'est la guerre des narratifs, c'est la désinformation, c'est l'influence politique, c'est l'influence jusque dans les disques durs, je dirais, de nos ordinateurs. Donc ça, c'est une chose. Alors par ailleurs, pour la question d'Aurélien, je pense qu'on vit quelque chose de très important au niveau européen, au niveau de la défense européenne, c'est que le point de vue français qui consiste à vouloir effectivement établir une défense européenne parallèlement à celle de l'OTAN, elle est en train elle progresse, un peu grâce, là pour le coup, grâce à cette guerre, si j'ose dire. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il y a une vraie discussion au niveau des gouvernements et au niveau d'un certain nombre d'acteurs pour savoir jusqu'où on peut aller sans franchir le pas davantage au niveau des Européens et au niveau de l'OTAN. Pour l'instant, je dirais que ni l'un ni l'autre ne se sont décidés à rentrer dans cette guerre. Merci Philippe. Frédéric ou Joseph? Oui, est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a un échec du soft power et est-ce que ça va changer le soft power? Je ne pense pas qu'on puisse parler d'échec du soft power occidental dès maintenant. On n'a pas encore le résultat des courses, hein, si je puis dire. C'est-à-dire que on voit par exemple qu'il y a deux logiciels face à face. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la fermeture du côté russe. On essaie de manipuler l'information, etc. Il y a, on va jouer la transparence totale avec ces manipulations aussi, parfois évidemment, du côté occidental. Et par exemple, on l'a vu, il y a un article du Monde, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs là-dessus, on voit bien qu'en Russie, par exemple, ça touche des publics très différents. Les plus âgés sont complètement dans le narratif russe, les plus jeunes, non. Et les étudiants russes avec lesquels je suis en contact, qui sont en Russie, savent très bien utiliser les VPN, etc. On n'a pas encore la fin de l'histoire, on ne sait pas encore s'il y a véritablement un échec du soft power, je crois pas. En tout cas, ce qui est certain, et là où c'est vrai, ça change, c'est ce que disait Philippe, il y a un bouleversement complet, c'est qu'on s'aperçoit, par exemple, que cette notion de soft power qui était très occidentale et qui faisait référence quand même à des puissances occidentales, séduction, un modèle, une vitrine à travers les films, Hollywood, et ça, il y a aussi un soft power autoritaire. Il y a un soft power russe. Vladimir Poutine séduit par son autoritarisme, par sa volonté d'un retour à l'ordre, par son narratif sur la force. La personnalité autoritaire, cette catégorie de personnalité connue dans la science politique, est assez séduite par Vladimir Poutine. Ça se voit aussi d'ailleurs dans les pays occidentaux. Oui, il y a bel et bien un soft power des régimes non libéraux, non démocratiques qui attirent par justement les valeurs inverses. Oui, je voudrais rebondir, Frédéric, sur ce que tu viens de dire. Effectivement, la personnalité autoritaire, c'était une notion qu'avait mise en avant l'école de Francfort, notamment avec Horkheimer. Et c'était, bon, on avait Staline et Hitler à l'époque, et ça revient un petit peu, et c'est le fondement narratif de la dictature, hein, qui ne recourt plus à des idées de communisme, de paix universelle, mais qui simplement impose la force comme une manière de projeter l'intérêt national. C'est la seule manière de projeter l'intérêt national. Mais je voudrais, Aurélien, rebondir sur la question que posait notre collègue Viviane de Beaufort sur la Hongrie. Et la question préalable, c'était est-ce qu'on peut continuer à regarder la guerre sans la faire tout en la faisant, en l'appuyant. Et effectivement, là, le droit international arrive à notre secours avec cette notion de co-belligérance. Et nous flirtons avec le danger. J'ai vu récemment que la Tchéquie avait envoyé
monter sur un train, bon, ça a été extrêmement publicisé, si l'on peut dire, des chars qui datent de l'époque soviétique pour les donner à l'Ukraine. On sait que les Américains livrent des drones. On sait nous-mêmes que nous sommes en train de contrôler l'espace extra-ukrainien, bien entendu, au-dessus de la Pologne, de la Lituanie, les avions français. Combien de temps on peut tenir? C'est la question que je me suis posée. In fine, dans mon intervention, en me disant que le glissement à n'importe quel moment était possible. Et effectivement, ça, c'est extrêmement inquiétant, parce que si ça continue, il va y avoir une guerre de partisans. Tu révoquais la nomination de Dvornikov, qui est ce qu'on appelle le boucher de la Syrie. Et là, la bataille de Mariupol, bon, jusqu'à quand va être terrible, et jusqu'à quand on va se contenter de dire, mais nous, on accueille les réfugiés. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter le bras de l'agresseur, comme disait Jean-Paul II à l'époque de la guerre de l'Irak? Donc, il y a des pas qu'il faut franchir éthiquement, mais qu'on ne peut pas franchir politiquement et stratégiquement. C'est un peu le dilemme. Et en ce qui concerne le pouvoir en Hongrie, avec l'éclatante victoire de Viktor Orban, vous avez vu la première sortie manifeste hors du consensus européen. Poutine dit désormais le pétrole russe sera payé en roubles. L'Union européenne dit non et envisage même des sanctions pour se mettre à l'abri de toute dépendance énergétique, y compris du gaz russe. Et Viktor Orban, je crois que c'est son ministre des Affaires étrangères, qui dit M. Poutine veut des roubles, il aura des roubles, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une question européenne, dit Viktor Orban. C'est une question de contrat. Donc, il en appelle à la logique des contrats. Le contrat sera respecté. C'est un contrat bilatéral. Nous sommes en accord sur ce point. L'une des parties veut changer la monnaie de règlement. Mais nous, on n'est pas en désaccord. Et je dois dire, Frédéric a pointé quelque chose d'important là-dessus, que les États du Golfe sont extrêmement soucieux dans leurs exportations du respect de la lex mercatoria, hein, c'est-à-dire de la loi contractuelle comme étant l'alpha et l'oméga. Et donc l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a à faire dans cette prise de position? On paye en roubles, on ne paye pas. Et c'est une manière de détourner la question, mais nous en sommes aux sanctions, nous ne sommes pas au règlement des contrats gaziers et pétroliers. Merci Joseph. Il est 19h32, donc malgré les questions qui demeurent, on va essayer de tenir les délais. Un mot simplement en réponse à ce que demandait aussi le professeur Evienne de Beaufort. Je crois que la capacité de l'Europe à tenir la ligne qu'elle s'est fixée avec une unanimité à laquelle Poutine ne s'attendait pas, puisque un de ses buts de guerre, c'était précisément de démontrer que l'OTAN ne servirait à rien. Résultat, la Finlande et la Suède veulent la rejoindre. Deuxièmement, que l'Union européenne serait divisée, les Allemands s'arc-boutant sur Nord Stream et le gaz, et Orban mettant son veto à quoi que ce soit. Ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, sans vouloir, parce que je vais dire est une analyse de sciences politiques et non pas de politique. La capacité de l'Europe à tenir la ligne qu'elle s'est fixée jusqu'à présent dépend en grande partie de ce qui va se dérouler en France le 24 avril. En fonction du résultat de l'élection présidentielle, la ligne de l'Europe ne sera pas la même. Et ça, c'est une analyse de sciences politiques, hein, pas de politique. Voilà, il est 19h33. Merci infiniment à tous nos intervenants. Merci, cher Joseph Maëla. Merci, cher Frédéric Charillon. Merci, cher Philippe Lecor, qui est déjà reparti vers de nouvelles aventures de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup aux anciens de l'ESSEC, ESSEC Alumni, qui nous ont aidés à monter ce séminaire. Merci à chacun de vous qui avez pris du temps pour nous écouter et participer. Je suis vraiment très, très heureux que nous ayons pu mener cette réflexion ensemble. Le lien vidéo sera mis en ligne dans quelques jours sur le site de l'IRENE et on y remettra également le lien par lequel vous pouvez apporter un soutien via le UNHCR aux réfugiés ukrainiens qui sont donc au moins 10 millions aujourd'hui. Voilà, merci à tous, on va rendre l'antenne. À bientôt. Oui.